Le Mumble. 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 Ensemble. Alors bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle conférence Ensemble. Je vais d'abord vous parler de cet outil Mumble qui permet en effet une interaction audio entre toutes les personnes connectées. Le Mumble Ensemble, donc, c'est une plateforme d'échange qui réunit aujourd'hui plus de 30 mouvements. Ils ont chacun une ligne privative dans laquelle ils peuvent s'organiser, mettre en place des réunions publiques ou privées. Ils se croisent tous dans la section publique du Mumble pour échanger et tisser des liens. Le Mumble Ensemble, c'est aussi un site internet dédié à l'adresse lemumble.com. Le site vous propose un lien vers le live de la conférence pour ceux qui ne sont pas connectés sur Mumble, et d'ailleurs ils pourront aussi interagir par le biais d'un chat. Un tuto de connexion, un agenda mensuel des événements, l'actualité liée au Mumble, les archives des conférences ou des exposés, une boîte à outils et la charte du Mumble que vous pourrez signer pour y être authentifié. Alors pensez à vous inscrire sur le site, comme ça vous recevrez la newsletter. Vous pouvez également aller liker la page Facebook Le Mumble Ensemble, sur laquelle vous retrouverez les événements des conférences que vous êtes invités à partager. Pour tous ceux qui veulent apporter leur soutien au Mumble Ensemble, un lien est disponible dès aujourd'hui dans l'accueil du chat. Et enfin, pour nous rejoindre, vous n'aurez qu'à suivre le tuto présenté à la rubrique Connexion du site lemumble.com. Alors pour ma part, je suis Céline, animatrice de la conférence pour ce soir, et je suis là pour faciliter la prise de parole et la rendre fluide et organisée. Je tiens enfin à vous préciser que cette conférence est enregistrée, et vous en trouverez le podcast YouTube dans les archives du site. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Essette, qui vient nous parler du monde notarial. Alors bonsoir Catherine, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais très bien, merci. Très bien, donc cette conférence va se dérouler en 3 parties. Nous aurons donc 2 temps d'intervention de 30 minutes, suivis de vos questions écrites. Puis après une courte pause de 5 minutes, nous terminerons par un 3e temps d'interaction directe avec le public. Il vous suffira de mettre un P dans le chat et nous vous ouvrirons les micros. Pour poser vos questions à Catherine durant ces interventions, je vous rappelle la procédure. Vous faites un clic droit sur la ligne plateau, envoyez un message et OK. Voilà, donc pour cette première partie de conférence, Catherine, on va rappeler que tu es parisienne de naissance, tu as une formation Bac+3 en psychologie et gestion, et tu as quitté Paris à l'âge de 20 ans pour aller vivre dans le Sud. Alors si tu le veux bien, tu pourrais éventuellement te présenter et nous expliquer cette histoire de succession, au départ très simple, mais qui t'a dévoilé bien des failles. Donc si tu veux bien, je te laisse la parole avec plaisir. Merci, bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle donc Catherine Essette, je suis née à Paris, j'ai fait toutes mes études là-bas et à l'âge de 20 ans, donc je suis partie effectivement vivre au Sud. Mes parents habitaient Paris et quand mon père a pris sa retraite, il a acheté un mas à Saint-Paul-de-Vence. Donc mes parents ont vécu au Sud tout en laissant mes 2 frères aînés sur Paris et mon plus jeune frère qui les a rejoints sur Saint-Paul et sur Nice. Voilà. Donc, à part ça, il n'y avait pas une vie extraordinaire. Simplement, mon père était un huissier de justice, donc appartenait déjà au monde judiciaire. À la maison, nous avions beaucoup de jeunes de notre âge qui passaient et qui étaient, disons, fils de diplomates ou de hauts fonctionnaires. Et donc, j'ai baigné toujours un peu dans ce milieu du pouvoir, dirons-nous. Bien, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, quand je suis partie à 20 ans, je me suis tournée vers les artistes et les enfants parce que c'est un monde sensible et c'est celui auquel, disons, je m'intéressais le plus. Et ça, c'était dans les années 71, 72, on va dire. Et mes parents sont descendus à Saint-Paul dans les années 1973. Et puis, tout allait relativement bien. Moi, je ne m'intéressais absolument pas à la vie de mes frères aînés, car leur vie de petits bourgeois ne m'intéressait pas du tout. J'avais ma vie, je ne leur demandais rien. On se croisait aux fêtes de famille 2 fois par an, et voilà. Mais il n'y avait absolument aucun clivage, ni rien du tout.
Et puis brusquement, maman nous a quittés avec un cancer foudroyant en l'espace de 2 mois, 3 mois, enfin c'était extrêmement rapide. Et ça s'est passé en décembre 88. Et mon père est décédé lui aussi très peu de temps après, en février 90. Voilà. Donc moi je me suis occupée de faire les formalités pour trouver 2 témoins et ouvrir la succession chez le notaire, qui était celui de mon père, donc qui était basé à Paris, boulevard Malesherbes. Bien, moi j'y vais, je fais le nécessaire, croyant que ce serait suffisant. Or, il se trouve que le 5 juin 1992, j'ai demandé à être reçue par le notaire, car je n'avais toujours pas de nouvelles. Et effectivement, je me présente, mais avec un témoin. J'avais eu le réflexe de prendre un témoin. Et quand nous nous sommes présentés, on nous a montré un acte de vente falsifié, je dirais grossièrement, avec du blanc de secrétaire pour mettre une somme évaluant le mas de Saint-Paul-de-Vence dérisoire, d'une façon dérisoire, et le notaire refusant de me montrer le moindre papier, même pas les comptes en banque, rien du tout. Ce qui fait que je suis repartie, évidemment plus que contrariée, vous le pensez bien, et j'ai commencé à me demander comment j'allais faire. Alors, disons que d'habitude, on va dire, les choses ne se passent pas comme ça, que le notaire est obligé, n'est-ce pas, de faire une convocation à la famille par lettre commandée aux 4 héritiers dans un délai de 18 mois. Et évidemment, je n'ai jamais été convoquée, bien sûr. Donc moi, j'ai pris conseil auprès d'un avocat qui m'a dit, avec un certificat d'hérédité, présentez-vous dans les banques. Vous avez tout à fait le droit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis présentée dans 3 banques où étaient mes parents. Et dans les 3 banques, on m'a répondu, écoutez, le temps que nous fassions, nos recherches, si vous voulez, revenez la semaine prochaine. Et dans les 3 banques, quand je suis revenue la semaine d'après, on m'a expliqué que les 3 employés dans chacune des banques avaient été mutés et que personne ne pouvait me donner les comptes. Donc là, j'ai commencé à me faire un petit peu de soucis. Je me suis dit, bon, je vais aller avec mes papiers officiels, je vais aller au centre des impôts de Nice, au bureau des hypothèques, et comme ça, je saurai la valeur de l'appartement de Nice que mon frère a eu, Olivier, par mes parents. Donc je vais demander, j'ai tout à fait le droit de le faire, ça m'a été confirmé en me disant oui, d'habitude on passe par des avocats, mais quand on n'en a pas, on est tenu de vous répondre, donc madame, vous aurez votre réponse, il n'y a pas de souci, repassez nous voir dans à peu près 1 semaine. Bien, donc peut-être 4-5 jours après, le premier bureau des hypothèques de la rue Joseph Cady à Nice a été bombardé, enfin a reçu une bombe, un attentat à la bombe, vers 5 heures de l'après-midi, donc quand il y avait encore du monde dans les locaux. Moi, ça m'avait vraiment interpellée parce que c'était juste quelques jours après ma visite, donc j'étais quand même troublée. Mais ça, c'était en décembre, disons 92. Donc je me dis, je vais aller voir les impôts de Grasse pour la maison de Saint-Paul-de-Vence. J'y vais. Bon, donc je vais au bureau des hypothèques en juillet 93. Je vais au bureau des hypothèques de Grasse. Je demande la même chose, mais pour le mas de Saint-Paul. Et dans les 3 jours qui ont suivi, le service où j'étais allée a explosé avec également une bombe. C'était exactement le 14 juillet 93.
Donc là, je me suis dit, il n'y a plus aucun hasard. Là, j'ai des choses à comprendre. Je vais donc au commissariat. Je fais quand même une déposition en disant qu'il y a tout de même des choses troublantes. Et je demande à ce qu'on me tienne au courant de l'enquête parce que ça me semble vraiment tout sauf un hasard. 3 mois plus tard, en octobre, je vais au bureau des impôts de Grasse et non plus aux hypothèques. Et là, il y a 3 jours après un incendie. Donc j'ai été obligée de comprendre que j'étais dans un réseau et dans une logique criminelle. Il s'est trouvé que pendant que je faisais ça, j'étais poursuivie et harcelée en permanence et que j'étais obligée de me cacher dans des monastères, dans des lieux de prière et que j'étais obligée de partir en Belgique et en Suisse parce que j'avais des tueurs aux trousses. Je me suis donc retrouvée plusieurs fois avec des fusils en face de moi et des gens qui voulaient me tuer, mais au dernier moment, toujours il y avait des témoins qui arrivaient ou un groupe de personnes ou une personne qui faisait qu'on ne pouvait pas me tirer dessus. Et en 1900, donc j'ai fait ça pendant 3 ans, mais j'ai fait une interruption en 1995. Je suis venue chez des amis que j'avais rencontrés vers Toulon et je suis restée chez eux peut-être une semaine. Mais pendant cette semaine, en mettant les nouvelles régionales, j'ai vu un juge qui, à Toulon, était soutenu par ses pairs parce qu'il avait des méthodes un petit peu trop drastiques et qu'il avait été, disons, réprimandé par ses supérieurs. Et moi, en voyant cet homme, j'ai dit il faut absolument que j'aille le voir. Donc je l'ai appelé le vendredi et le lundi matin, il m'a dit madame, venez me voir tout de suite. Parce que je lui avais dit par téléphone qu'il me semblait qu'il y avait des acteurs communs entre le dossier de Yann Pia et le mien. Et je l'ai vu donc le lundi matin et je suis arrivée dans son bureau et je lui ai posé sur la table un schéma et une liste de 5 noms de personnes qui me semblaient responsables de la corruption immobilière de la Côte d'Azur, dans laquelle, bien sûr, avait été prise Yann Pia, car son cas, bien entendu, dépasse de loin le département du Var. On s'en doute, et que la version officielle n'a absolument rien à voir avec, bien entendu, ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce juge me l'a confirmé. Et il avait été dessaisi de son dossier justement parce qu'il travaillait trop vite et trop bien. Quand je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on fait, vous allez envoyer des inspecteurs ou... Et moi, mon notaire, je fais quoi avec, comment vous allez faire? Il m'a dit madame, je ne peux pas envoyer mes inspecteurs chez ce notaire, sinon on me les tue. Bien. Donc j'ai dit, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Par contre, il y avait quelque chose de très fort en moi, c'était surtout de ne pas faire de procès. Car je pensais que si je faisais un procès, comme j'étais innocente, j'étais foutue. Je me suis dit, je suis foutue, ce sont des gens qui sont beaucoup trop puissants, beaucoup trop forts, moi j'ai pas de relation, j'ai pas d'argent, j'ai raison mais je suis seule. En plus je m'attaque à des réseaux de corruption qui sont vraiment puissants. Donc je me suis dit, il faut qu'on passe, mais il faut qu'on passe sans procès. Alors, j'ai suggéré, peut-être quelque temps après, au juge s'il était d'accord de passer par les services fiscaux pour comparer, disons, les écritures qui étaient passées sur la Côte d'Azur
avec celle qui était passée par les notaires à Paris et de comparer un petit peu, de voir, et en passant par mon dossier, en ne parlant que de mon dossier, il trouverait nécessairement des correspondances et des liens avec le dossier de la députée et d'autres affaires de corruption et de criminalité financière sur la Côte d'Azur. Et il s'est trouvé que très peu de temps après, peut-être 1 an après, donc je suis repartie en Suisse, en quittant Toulon, je suis repartie en Suisse parce que j'étais toujours traquée comme une bête. Donc je suis repartie dans les monastères et puis à un moment il a bien fallu que je m'arrête et je me suis dit il va falloir que je m'arrête, je n'en peux plus, j'étais épuisée, je devais rester 3 jours, 4 jours, quelquefois 5 dans un monastère, pas plus, j'en pouvais plus. Et j'ai eu un souci de santé, en plus, il fallait que je m'arrête. Et en allant dans un monastère dans le sud-ouest, je rencontre une jeune femme charmante qui me dit « Écoutez Catherine, si vous avez envie de vous reposer, venez chez moi, j'habite en Bretagne. » Or, il n'y a aucun hasard. À l'époque, le juge, disons, Van Rimbeck était juge à Rennes. Et quand je suis arrivée en Bretagne, j'ai vécu, et ça je m'en doutais, je me doutais que j'allais vivre un enfer à partir du moment où j'allais m'arrêter quelque part. Parce qu'à ce moment-là, ils auraient la main mise sur moi, bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu un enfer. Donc j'envoyais par fax, puisqu'il n'y avait que ça qui arrivait dans les mains du juge, j'envoyais par fax tous les forfaits auxquels les flics étaient, abonnés. Donc la première des choses, c'était s'entendre avec les voisins pour m'empêcher de dormir. Or ça, c'est certainement la chose la pire qui puisse arriver à quelqu'un. On ne me laissait dormir qu'1 heure par jour. Autrement, les voisins se relayaient pour taper dans les murs, les tuyaux, les portes et m'empêcher d'avoir le sommeil. Ça a duré plusieurs années. Et puis, ça n'a pas suffi, donc ils ouvraient l'appartement, ils venaient visiter mon appartement, me voler des affaires, surtout intoxiquer mes médicaments ou mes shampoings, mes crèmes pour le visage et surtout ma nourriture. Voilà, il y avait un harcèlement quotidien permanent. Ce qui fait que j'ai pu résister pendant aux intoxications, j'ai résisté 6 mois et je ne prenais que des petits déjeuners dans des cafétérias. C'était le seul repas que je pouvais prendre puisque j'avais tout perdu, bien sûr, comme tous les lanceurs d'alerte et tous les témoins. La première chose qu'ils font, bien sûr, c'est de vous mettre au RSA. Donc je ne pouvais prendre qu'1 repas par jour et sans dormir, je ne suis pas allée très loin. Ce qui fait que je suis partie un matin en courant chez ma fille, où j'ai passé 1 an avec elle, parce qu'elle venait de trouver un emploi sur l'île, et je lui ai dit « Accueille-moi, là je suis… » Elle ne m'a pas reconnue sur le quai de la gare, j'étais un cadavre, j'étais un squelette. Donc ce que je veux dire, c'est que quand il y a lutte anti-mafia, il y a nécessairement manipulation psychologique. On fera tout pour non seulement vous isoler des autres, mais aussi vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire pour une parano, ou vous pousser au suicide, ou vous pousser à la folie, pour essayer de, disons, vous discréditer surtout dans tout ce que vous dites. Et le harcèlement continue, même encore aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Quoi que je fasse et où que j'aille, je sais qu'ils sont là, qu'ils m'entendent et qu'ils passent partout où je passe. Voilà, ça c'était, disons, pour vous donner un petit peu la situation. Alors ce que je veux dire, c'est que quand c'est un dossier qui est important, et non pas par les capitaux, parce que mes parents n'étaient pas multimillionnaires, mais qui est important de par les réseaux de corruption qu'ils touchent, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez absolument pas intérêt à passer par la justice. C'est ça que je veux dire. Surtout pas.
il a fallu bien sûr que je comprenne et que j'arrive à voir clair. C'est-à-dire que mes frères, bien entendu, mes 2 frères aînés ont dû participer activement à ce réseau de corruption chez le notaire. Il faut vous dire que mes frères, mon frère aîné est pilote de ligne et mon frère cadet a toujours été cadre supérieur dans des grosses boîtes, et que ma belle-sœur, par exemple, quand j'ai fait mes visites dans les banques, a été nommée numéro 3 de la Banque de France à un poste qui n'existait pas, qui était responsable des agences françaises de banque, alors que ce poste n'existait pas et qu'elle était inspectrice du travail. Elle a été parachutée en l'espace de 3 semaines. Et mon frère s'est fait muter, comme par hasard, dans le service de la répression des fraudes. C'est le meilleur poste pour frauder, je le dis tout de suite, c'est idéal. Personne ne vous contrôle. Et là-dedans, vous me direz, les notaires. Ah, alors, ce notaire, c'est Maître Chevreux. Il se vante d'être la plus grosse étude notariale de Paris avec 220 collaborateurs. Cet homme ne m'a jamais convoqué, ne nous a jamais convoqué, mes frères et moi-même, pour la succession, ne m'a jamais présenté les comptes, ce qui est en principe obligatoire, a soldé, disons, la succession avec 3 héritiers sur 4, puisque moi je n'ai même pas été avertie, je ne sais même pas de quoi il s'agit ni ce qu'elle contient. J'ai évidemment fait des interventions auprès de la Chambre des notaires, auprès du Conseil supérieur du notariat. Bien entendu, j'avais la possibilité dans une affaire, si ça avait été une affaire courante, j'aurais eu la possibilité de faire une assignation, de prendre un 2e notaire, enfin je connais à peu près la loi, je sais à peu près tout ce que j'aurais pu faire, mais il se trouve que ce n'est pas un dossier courant. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez de la normalité, disons, du dossier ordinaire courant, à partir de ce moment-là, ces hommes-là sont au-dessus des lois. Même si vous avez raison, ce sont eux les plus forts, ils n'ont aucune raison de vous respecter, ni de continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. J'ai mis du temps, mais j'ai bien compris. Il se trouve donc que les magistrats, je continue, je termine un petit peu le dossier Yann Piat, que vous compreniez bien, que les magistrats travaillent toujours, parce qu'une affaire d'État ne se règle pas à moins de 15 ans, ce n'est pas possible. Donc, les magistrats travaillent toujours, mais bien sûr en souterrain. Celui de Toulon comme le juge de la brigade financière, qui a été muté entre-temps à Paris. Et que je pense que nous avançons plus que bien. Je ne peux pas en dire plus, vous le comprendrez. Par contre, je veux revenir sur le statut des notaires. Car le statut des notaires en France est unique au monde. Il faut le savoir. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont des officiers ministériels qui en principe dépendent du garde des Sceaux, mais que ce sont des personnes en France qui ne sont pas tenues de répondre et à personne. C'est-à-dire que quand le procureur de Montgolfier demande des pièces bancaires à un notaire ou à un notaire, ou des pièces par exemple pour les hypothèques à un notaire, il n'est pas tenu de les donner au procureur, il les donne s'il en vit. Pareil pour le juge d'instruction, pareil pour le garde des Sceaux, il n'est tenu de répondre à personne. De plus, il peut très bien aussi être banquier. Un notaire a le droit de devenir banquier. Et un notaire, alors là j'en ai eu l'expérience, en tous les cas chez ce notaire, ce sont des pros, c'est-à-dire qu'ils vous font des faux, des vrais faux, des faux vrais. Moi j'ai eu 3 testaments présentés en date du même jour.
et de la main de mon père. Bon, ce qui est complètement fou, mon père n'aurait jamais fait ça. Donc c'est pour montrer que ce sont quand même des professionnels et qu'à partir de là, tout, absolument tout, leur est permis. La police n'a pas le droit de rentrer chez un notaire. Il n'y a que la police judiciaire sous commission rogatoire avec l'accord du garde des Sceaux. Enfin, je veux dire, c'est horrible, ce qui veut dire que à partir de là, tout, absolument tout leur est permis. Il faut comprendre aussi que les notaires en France brassent à peu près 600 milliards d'euros par an. Ce qui fait qu'ils ont un lobby, une influence extraordinaire sur le pouvoir. Tous les présidents de la Ve République ont essayé de changer le statut des notaires et n'y sont pas arrivés. Aucun. Monsieur Macron est parti la fleur au fusil en disant qu'il allait réformer le statut des notaires. Il s'est fait ramasser, mais magnifiquement. Il a juste réussi à faire voter le droit pour les jeunes diplômés de s'installer, car quand on est avocat, on peut acheter un cabinet et s'installer à son compte. Quand on est notaire, non. On est obligé d'acheter une étude, d'être clair d'abord le plus souvent, et d'acheter une étude avec l'accord, évidemment, des autres pour s'installer. C'est une histoire de fou. Donc il a réussi à obtenir le droit pour les jeunes diplômés de s'installer. Est-ce que ça va être appliqué? On ne sait pas. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est donc une profession qui est tout à fait capable et qui a surtout les opportunités pour organiser des réseaux de drogue, de vente d'armes, d'argent sale et bien entendu d'assassinat. Ça me semble tout à fait sur un simple coup de fil, sans bouger de Paris, c'est pas la peine. Juste un petit coup de fil et ils ont des réseaux suffisamment implantés un peu partout pour pouvoir être exécutés sans laisser de traces. C'est, je pense, un milieu, un monde qui est amené à disparaître, ou du moins à changer, s'il ne veut pas disparaître. Car à notre époque, savoir qu'une caste professionnelle puisse bénéficier d'autant de privilèges, ça me paraît complètement fou. Donc j'ai évidemment des relations et des liens qui permettent aux personnes qui veulent contrer un notaire d'être aidées par des associations ou par des juristes qui, eux, sont honnêtes et qui savent ce qu'il faut faire pour essayer de faire respecter les droits. Ça, oui. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours rien, que j'ai reçu 2 courriers et 2 mails de la Chambre des notaires et du Conseil supérieur du notariat en m'affirmant que la situation était tout à fait normale et que le notaire n'avait absolument rien à se reprocher, qu'il avait fait son travail, chose que je trouve absolument évidemment scandaleuse. À chaque fois j'ai piqué une crise terrible, mais ça n'a servi à rien, simplement à me faire comprendre que ces gens-là peuvent acheter qui ils veulent. On le sait pour la justice, on le connaît tous, mais il faut bien savoir que les notaires, c'est un monde feutré où tout se fait en silence, derrière des portes largement blindées. Donc on ne sait pas trop exactement ce qui se passe dans les études, mais enfin, ce que je peux dire, c'est que
les juges, eux, sont parfaitement au courant que s'il y a un lieu à changer actuel dans la société, c'est bien les études de notaire. Voilà, je ne sais pas si je dois continuer encore un petit peu. Alors, Catherine, donc déjà, merci pour ton témoignage. Tu parlais à un moment de l'affaire de la députée Yann Pia. Si tu voulais nous en rappeler les faits, en fait, pour ceux qui connaissent pas. Elle a été assassinée en 94, donc si tu voulais nous rappeler un petit peu tout ça. Bien sûr, c'est une députée du département du Var qui avait sa permanence à Hyères et qui a été assassinée le 25 février 1994 en rentrant chez elle au Mont des Oiseaux. Cette personne avait un franc-parler, dirons-nous, et elle avait soulevé plusieurs cas de corruption immobilière dans le département du Var. Alors, on a beaucoup parlé du Macaba, de Fargette, enfin de petits caïds locaux, mais en fait, c'était absolument, enfin à mon avis, maintenant je peux me tromper bien sûr, mais enfin a priori, ça n'est absolument pas ça. Elle a surtout dénoncé des affaires de corruption immobilière importantes, dont un terrain militaire qui se trouvait à Fréjus alors que M. Léotard était ministre de la Défense. Voilà ce que je peux dire. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a arrêté les deux tireurs, on va dire, mais personne n'a cherché à savoir qui avait demandé aux tireurs de la tuer. Ça n'intéresse personne. Par contre, donc les deux tireurs ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés. On leur a dit également que si jamais ils parlaient, on leur tuerait leur famille, leurs proches, femmes et enfants. Donc évidemment, les mecs se sont tus. Depuis, tous les deux sont morts. Voilà, il y a eu quand même quelques meurtres par-ci par-là. Et puis, dont la fille aînée également de Yann Pia, qui a été chez un ami à Belgencier et qui, en sortant de chez lui pour aller acheter des cigarettes, a été embarqué de force dans une voiture et on l'a retrouvé avec 2 balles dans la tête le lendemain matin. Voilà, elle cherchait, elle avait une piste et elle le disait haut et fort. Je crois que le problème, si elles ont toutes les deux été assassinées, c'est que elles avaient des caractères entiers et qu'elles prenaient ces personnes de front. Or, personnellement, j'ai vite compris qu'il fallait que je me taise et que je fasse autrement. Donc, personnellement, quand j'ai vu que c'était aussi important et que je touchais à ce dossier par des acteurs communs, j'ai pensé que le plus simple pour moi, ce serait déjà de me taire pour ne pas exposer les magistrats. Et puis, donc, je me suis tue jusqu'à il y a 4 ans. Et puis surtout de jouer les imbéciles. Ça, je crois que si je suis en vie, c'est parce que j'ai joué les imbéciles. J'aurais voulu tenir tête aux flics et aux gens sur le terrain qui me contrariaient dans tout, dans mes droits comme dans ma vie de tous les jours. Je crois qu'à ce moment-là, je ne serais pas là. C'est ce que je pense. Alors Catherine, on a une question de Michel du 27 qui te demande de quel parti tu étais à cette époque-là. Donc on imagine que il veut savoir si éventuellement ce serait pas une question de politique partisane derrière en fait. Ah, surtout pas. Alors là, je n'appartiens à aucun parti. Je n'appartiendrai à aucun parti non plus, et je ne veux surtout pas qu'un parti récupère mon affaire. Surtout pas. D'accord, donc tu as donné une réponse claire. Et donc en parlant de parti, on a une question de David du 29 qui te dit: bonsoir à vous Catherine, merci de votre intervention. Votre père était-il un homme politique ou proche d'eux? Et sans vous demander les sommes, de quel ordre parlez-vous, à savoir milliers d'euros, centaines de milliers d'euros ou plus, afin de mieux comprendre?
Oui, vous avez raison. Mon père était huissier de justice et justement n'appartenait à aucun parti. Non, non, non. Ça, non, non, pas du tout. Et de plus, les sommes que mes parents, les sommes qui étaient en jeu pour mon simple dossier personnel étaient de l'ordre peut-être de 2 millions, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça n'était pas des fortunes colossales, pas du tout. D'accord. Alors Catherine, tu étais donc dans la vie, tu as été conseillère en communication et en financement auprès des festivals de Provence. Depuis, tu n'as pas pu retrouver de travail en fait. Ils t'en ont empêché. Absolument. C'est-à-dire que comme tous les lanceurs d'alerte, comme tous les témoins anti-mafia, la première chose qu'ils font, c'est de vous empêcher de travailler. Quand ils acceptaient éventuellement que je travaille, c'était pour être femme de ménage et dans de très mauvaises conditions, bien sûr. Donc voilà, mais autrement, non, je n'ai pas pu reprendre d'activité. Non, ça c'est impossible pour eux, impossible à admettre. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas de question. Ce serait peut-être même pas d'un ordre financier ni politique. Comment tu l'interprètes en fait cette histoire-là? Parce que tu nous parles de points communs finalement entre ton dossier et celui de la députée Yann Pia. Comment aujourd'hui toi tu le vois avec un peu de recul peut-être? Ben, je vois surtout que nous avons dérangé ces messieurs dans leur corruption immobilière et que sans le savoir, elle a dû faire comme moi, chercher quelque chose qui avait une importance secondaire, qui n'était pas d'une très grande importance. Mais en faisant ça, comme moi, en cherchant quelque chose qui était tout à fait légitime, en l'occurrence un titre de propriété, donc ça n'avait rien d'exceptionnel, eh bien en faisant ça, je les ai dérangés. Et ils se sont dit, mais si jamais elle trouve les documents, qui au départ donc ne devaient concerner que ma famille, qui devaient concerner que moi. Mais je pense que, étant donné que mes frères ont dû rendre des services en échange, disons, de mon déshéritage, on va dire ça comme ça, je pense qu'ils ont été amenés, si vous voulez, à utiliser les capitaux de mes parents, une partie des capitaux de mes parents, certainement dans un circuit d'argent sale, voyez. Et je crois que mon intervention dans les centres d'impôts ont dû leur paraître insupportable parce qu'en trouvant ça, je devais compromettre bien plus dans la chaîne de corruption que ma petite personne et mon petit dossier perso. Et je crois que Yann Pia, c'était la même chose. Elle a dû, sans forcément s'en rendre compte au départ, mais déranger ces messieurs en trouvant ce qu'il ne fallait pas trouver. Alors en parlant de Yann Pia, justement, Michel, toujours du 27, te demande si tu connais le parti auquel elle appartenait. Je te laisse répondre. Ah ben, elle a été au départ, elle a été au FN, oui, oui. Et après, elle a changé, elle est allée à droite. Oui, ça je sais que elle appartenait d'une façon assez marquée, on va dire, hein, voilà. Mais moi, c'est pas mon problème. Mon problème, il faut surtout pas résumer le cas Yann Pia à un cas politique, hein, surtout pas. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu combattre la corruption et qui a laissé sa vie. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tu insistes d'ailleurs sur le fait que ce soit ni politique et ni même de l'ordre financier en fait. Alors on a Pierre du 83 qui te dit, donc la question te parlera peut-être. Hein. Il demande si tu parles de Gérard Final, patron du Macama. Est-ce que ça te parle? Bien sûr, je connais le dossier, je sais ce que la presse en a dit. J'ai rencontré aussi des personnes qui avaient enquêté sur la députée. Hein. Donc je sais aussi, oui, Gérard Final au Macama, ailleurs, bien sûr. Fargette, c'était aussi disons, un proxénète. Et c'était quelqu'un qui, effectivement, faisait partie du milieu varois. Hein. Mais il ne faut surtout pas, à mon avis, il ne faut surtout pas se limiter à ça, vous voyez. Alors, est-ce que tu as depuis, est-ce que tu prévois en tout cas d'écrire un témoignage de tout ce que tu as vécu, parce que tu nous parles quand même de tentatives d'empoisonnement, tentatives de meurtre.
Comment tu as fait finalement pour contrer ça, si c'est la fuite en fait, hein? Ces gens-là, on ne peut pas vraiment les fuir parce qu'ils savent toujours où je suis, hein. Il n'y a pas mieux qu'un flic pour savoir toujours où je me trouve, hein. Simplement, j'ai réussi effectivement à échapper aux attentats. Je ne pense pas, enfin pour le moment, en tous les cas, je n'avais pas envisagé d'écrire un livre parce qu'il y a toujours les magistrats qui travaillent sur le dossier. Donc, je ne peux pas donner de nom, hein, et puis je préfère les donner aux magistrats quand je les verrai, avec les noms des personnes, des lieux, de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu, et de commencer effectivement à leur parler à eux. Et ensuite, une fois que j'aurai digéré tout ça, hein, à ce moment-là, bien entendu, peut-être j'envisagerai quelque chose, un bouquin ou autre chose, je ne sais pas encore, hein. Mais c'est vrai que ça n'était pas ma priorité. D'accord. Avec tout ce que tu as vécu, Catherine, donc comme d'autres lanceurs d'alerte, hein, qu'on a pu recevoir, à savoir Stéphanie Gibaud, par exemple, est-ce que tu as, enfin, comment, au niveau familial, par exemple, est-ce que tu as été aussi isolée, aussi, est-ce qu'il y a eu, on imagine bien qu'il y a des souffrances de l'ordre de la vie privée. Finalement, comment tu es aujourd'hui? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ça va? Enfin, on imagine bien que tu as eu des hauts et des bas. Forcément, bien sûr. D'autant que ma vie est toujours en danger et toujours exposée, bien sûr, à n'importe quoi. Il faut savoir que la mafia, ou elle vous tue, ou elle décide de vous pourrir la vie. Donc au départ, ils ont voulu me tuer, et après ils ont dû dire, ben non, finalement, elle n'est pas si dangereuse que ça, donc on va lui pourrir sa vie. Effectivement, ils me l'ont pourri d'une façon, si vous voulez, où bien sûr, comme on le disait, je ne peux pas travailler, je n'ai pas de revenus autres que le RSA, et où je suis souvent amenée à changer d'adresse, car ils s'arrangent avec les voisins pour qu'ils rentrent chez moi avec une clé, on leur fournit tout, hein. Et ils rentrent chez moi, et surtout ce sont les intoxications ou les fracassages de porte à 2h du matin ou en pleine nuit, on fracasse ma porte. On essaye de me faire peur. Bon, mais moi, non, maintenant, j'ai plus peur parce que passé un certain niveau de danger, on n'a plus peur. Par contre, au niveau de la vie privée, bien sûr, forcément, et tous les témoins, c'est ça, forcément, c'est un chemin solitaire. Ça ne peut en aucun cas être autrement. Et j'ai une fille et 2 petites filles. Et ma fille a toujours voulu se tenir à l'écart de cela. Elle a toujours voulu rester à part. Et je crois que quelque part, c'était bien sûr pour se protéger. Moi, je ne lui ai jamais rien reproché. J'ai simplement dit que je répondrais à ses questions quand elle m'en poserait. C'est tout. Hein, voilà, je ne voulais pas qu'il y ait de clivage entre nous, ni d'opposition, ni rien, parce qu'elle va avoir, elle ne connaît pas tout, mais elle va avoir beaucoup de mal à admettre voilà, ce que ses oncles et tantes ont fait, bien sûr. Hein. Ça va lui être très difficile. Mais personnellement, effectivement, je suis toute seule et à l'heure actuelle, je suis obligée encore de changer d'adresse souvent. Très bien. Alors on a donc une question de Daniel du 38. Donc merci Catherine pour ton témoignage. As-tu pensé à t'adresser à l'ordre des notaires? Quel a été le résultat et existe-t-il une haute cour notariale européenne? Je me suis adressée au Conseil supérieur du notariat et à la Chambre des notaires de Paris, à la Chambre des notaires régionale de la Côte d'Azur. J'ai fait, je crois que j'ai fait vraiment, je me suis adressée au ministère de la Justice, j'en ai fait je sais pas combien de ministres. Bref, tout ça pour vite comprendre que ça ne servait dans mon cas absolument à rien, car ça n'est pas une question de droit,
c'est une question de puissance. Je suis tout à fait dans mon droit, puisque j'ai aucune raison d'être déshéritée, sachant qu'un notaire n'a pas le droit de déshériter quelqu'un, hein, bien sûr, encore moins un héritier qui appartient à la même famille. Moi, j'appartiens voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je fais partie exactement au même titre que mes frères de la famille. Voilà. Mais à partir du moment, comme je le disais, où on sort d'un cadre successoral classique, où mon cas appartient à un réseau d'influence, on va dire ça comme ça, eh bien à partir de ce moment-là, vous n'avez aucun avocat en France pour vous défendre d'abord, et même si vous vous tournez vers des notaires, vers le Conseil supérieur du notariat, vers la Commission européenne, il y aura toujours des lobbies et des groupes d'influence qui empêcheront qu'on s'occupe de mon cas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai épuisé 33 avocats avant de comprendre que c'était pas la peine. Parce que au premier rendez-vous, ils me disaient: Madame, votre cas est impossible, c'est pas possible, inacceptable, etc. Et au deuxième rendez-vous, ils lâchaient en me disant: non, je ne le prends pas, c'est pas possible. Donc j'avais compris qu'ils avaient reçu un petit coup de fil, tout simplement. Oui, ils avaient reçu des consignes, très certainement. Tu as parlé à un moment d'un avocat de Toulon. Tu es en contact avec lui. Est-ce que lui n'a pas pu t'aider aussi? Il a été dessaisi parce qu'il bossait trop bien, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas un avocat, c'est un juge de Toulon. Et le juge de Toulon n'a pas lâché mon dossier. Il est toujours là et il enquête toujours avec le pôle financier pour moi. Oui, oui. D'accord, très bien. Et donc dans l'avenir, en fait, tu as une date de... Enfin voilà, l'enquête est toujours en cours, en fait, hein. Il y a pas de date, il n'y a pas de résultat sous peu, en fait. Alors, j'ai bon espoir qu'il y ait un résultat sous peu, parce que les enquêtes se font d'une façon très discrète et évidemment sans procédure classique, hein. Voilà, ça se fait en sous-marin, comme on dit, et j'ai bon espoir, au contraire, que ça se conclue rapidement. Très bien, ben, on espère aussi pour toi. On a Pierre du 83 qui te demande, alors oui, qui te demande: en danger avec qui? Puis, donc à ce jour, ils sont tous décédés. Là, je te lis la question telle quelle. Je pense qu'il te dit, bah, à ce jour, ils sont tous décédés. Donc avec qui serais-tu en danger aujourd'hui? Mais tous, qu'appelez-vous tous? Ceux qui sont décédés, ce sont les 2 tireurs, c'est Fargette, c'est voilà, les petits malfrats du Var. Ceux-là, oui, ils sont décédés, oui. Mais ce sont pas ceux-là qui m'intéressent. Ceux qui m'intéressent, ce sont ceux qui maîtrisent la corruption immobilière entre Nice et Marseille. Ce sont ceux-là qui m'intéressent. Et ceux-là, on les a jamais inquiétés. Si ce monsieur peut me dire les noms, je les prends tout de suite. Alors oui, effectivement, en fait, ben, c'est vrai que quand tu parlais de personnes décédées, oui, les tireurs sont décédés, les tireurs ont payé et donc l'affaire a été classée, mais finalement, les commanditaires, on ne les connaît pas, en fait, aujourd'hui, hein. Et absolument, absolument. On n'a toujours pas inquiété les vrais commanditaires et ceux qui profitent encore aujourd'hui du réseau de corruption immobilière de la Côte d'Azur. On n'a toujours rien fait. Toujours rien. Oui, tout à fait. Alors, on a Michel du 27 qui relance sa question. Enfin, sa question, non, c'est pas une question, c'est une remarque. Il te dit, Yann Pia, vous, Catherine et Pierre Bérégovoy, vous tournez dans la même époque, n'est-ce pas bizarre? Non, ce n'est pas bizarre, c'est tout à fait logique. Car, à mon avis, les affaires, forcément, sont tirées par... disons, les ficelles des affaires sont tirées, comme par hasard, par des gens qui, effectivement, touchent un petit peu au pouvoir, même beaucoup, et qui ne se montrent pas, mais qui font exécuter, effectivement. Et là, c'était une période où vraiment, il y en avait beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts et d'assassinats, oui, absolument. Très bien. Et aujourd'hui, Catherine, tu nous parles du RSA. Est-ce que tu bénéficies aussi de dons de la part de certains citoyens, parce qu'on connaît des associations ou des mouvements citoyens qui essaient d'aider les personnes, dans ton cas, lanceurs d'alerte, en difficulté finalement, puisqu'on vous met en difficulté. Comment tu fais aujourd'hui
au niveau financier, est-ce que des gens te soutiennent? Je suis toujours au RSA et non, je n'ai fait appel à personne, en fait. Hein. Voilà, je suis au RSA, point barre. Je n'ai fait appel à aucun groupe ni association de soutien pour m'aider financièrement. D'accord. Alors on a Pierre, donc suite à sa question, Pierre du 83 qui te disait c'était le pouvoir d'avant pour les commanditaires, donc cette dame dérange en fait. Effectivement, tu as dérangé, c'est pour ça qu'ils ont d'abord voulu t'éliminer et puis ensuite donc là aujourd'hui ils ne te lâchent toujours pas en fait, hein? Toujours pas. D'accord, ok. Alors Catherine et 7, finalement donc c'est au travers de tes recherches face au dysfonctionnement du milieu notarial que tu as mis en évidence les privilèges de certains notaires. Et finalement c'est un petit peu ce que tu souhaites dénoncer dans cette deuxième partie de conférence. Donc si tu veux bien nous en dire plus, nous t'écoutons. Ce que je voulais dire, donc, c'est qu'il faut bien avoir conscience que les notaires bénéficient de privilèges exorbitants en France, que la communauté européenne a demandé à la France de changer le statut des notaires, car la communauté européenne estimait que c'était impensable qu'un pays comme la France donne autant de pouvoir aux notaires. Alors, il se trouve que je m'attaque à la plus grosse étude notariale de Paris, c'est-à-dire 220 collaborateurs, donc ce qui veut dire que cet homme, moi, que j'ai connu cette étude il y a 40 ou 50 ans et elle n'avait pas cette importance. Donc c'est formidable, on se dit c'est super, ils ont bien bossé, c'est merveilleux. Mais on peut aussi se poser la question de savoir si il n'y a que de l'argent propre au sein d'une étude notariale, sachant que ils ont le droit de refuser que l'on rentre dans leur étude. Et ils ont le droit également de refuser de répondre. Je me souviens d'avoir rencontré le procureur de Montgolfier quand il était à Nice. Et je me souviens aussi d'une de ses interventions à la télévision quand il disait que quand il demandait un papier à un notaire, il ne l'obtenait pas forcément, il ne l'obtenait pas nécessairement, car un notaire n'est pas tenu de répondre même à un procureur, même à un juge d'instruction, même à son ministre de tutelle, en l'occurrence le garde des Sceaux, il n'est tenu de répondre à personne. Donc je trouve que ça, c'est un abus de pouvoir épouvantable parce que ça peut ouvrir à tous les excès. Vous comprenez bien que quelqu'un qui brasse des millions, des dizaines de millions par mois, quand il sait qu'il n'est pas contrôlé, quand il sait qu'il a ses amis francs-maçons ou du pouvoir qui sont là avec lui pour le soutenir, et vous pensez bien que ces gens-là, ils ne peuvent en aucun cas se montrer raisonnables. Il y a forcément un moment où les tentations sont tellement grandes qu'ils dérapent. Et c'est très facile pour un notaire de déraper. C'est extrêmement simple. Il sait qu'il ne sera jamais contrôlé. Il sait que la police n'a pas le droit de rentrer chez lui. Il sait qu'il n'est pas obligé de répondre à un procureur ni à un juge d'instruction. Vous imaginez bien tout ce qui peut se passer. Sachant surtout que dans l'immobilier, que ce soit l'immobilier parisien ou celui du Sud, il y a toutes sortes de tentations. Entre les valises de billets, l'argent de la drogue, le marché des armes, et j'en passe. Ces hommes-là ont la possibilité, je ne dis pas que tous le font, bien entendu, mais ces hommes-là ont la possibilité d'être corrompus à outrance sans avoir aucune poursuite. Et si un notaire a envie et a la tentation de faire éliminer quelqu'un, il le peut d'une façon très facile. Et sur un simple coup de fil, et de toutes les manières, personne n'ira contrôler ce qu'il fait. Alors, je le répète, les notaires en France brassent à peu près 600 milliards d'euros par an, ce qui leur donne évidemment le pouvoir
sur le pouvoir politique. Là, nous sommes dans le pouvoir financier, car les notaires sont des banquiers. On l'oublie trop souvent. Les notaires ne réagissent et ne veulent que de l'argent. Ce sont des hommes d'affaires. Ils ont le droit de s'installer banquiers s'ils le souhaitent. Et en plus, ils ont aussi tout un parc immobilier, bien sûr, qu'ils ont obtenu à des prix défiant toute concurrence. Donc tout ça fait que ce sont des privilèges qui sont monstrueux et qui sont toujours faits aux dépens des plus faibles, bien sûr. Alors, je ne dis pas que tous les notaires font ça, bien entendu, et heureusement que non, il y a des notaires honnêtes, c'est évident. Mais quand un notaire a une certaine importance et qu'il y a surtout des relations politiques et des relations au pouvoir, eh bien, à ce moment-là, il ne craint plus rien et il peut faire absolument, absolument ce qu'il veut. Mon cas est un cas dingue. Je vous assure que c'est dingue. qu'un notaire ne m'ait jamais convoqué, il ne m'a jamais présenté les comptes de mes parents, il n'a jamais fait la déclaration fiscale dans le délai qui lui était imparti avec les 4 héritiers, mais seulement avec 3. Et le Conseil supérieur du notariat me répond que tout est normal. La Chambre des notaires me dit « Mais madame, non, il n'y a rien à dire ». Donc, il s'attendait qu'à une chose, c'était à ce que je saisisse la justice, bien sûr. Il ne voulait que ça. Parce que si j'avais saisi la justice, eh bien, à ce moment-là, j'aurais été ruinée de chez ruinée. Moi, innocente, j'aurais été accusée. Je me serais retrouvée, je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas, en tôle. Alors que j'étais dans mes droits les plus simples. Donc moi, mon discours aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens et aux citoyens qu'il faut faire très attention, que je connais, je peux vous donner bien sûr des références d'ex-notaires qui sont devenus avocats ou qui ont mis leur connaissance notariale au service du public, justement pour leur faire éviter les notaires corrompus et les pièges des notaires. Donc ça, je peux vous les donner, il n'y a aucun problème, mais il faut prendre conscience que les notaires actuellement sont vraiment dans un abus total de pouvoir sur les citoyens. Et ça, quand on a un problème avec un notaire, pour s'en sortir, c'est dingue. Moi, j'ai eu tellement de gens qui se sont tournés vers moi pour m'expliquer de la façon dont les notaires les avaient ruinés, et comme par hasard sur la Côte d'Azur, et comme par hasard dans les mêmes années que celles qui me concernent. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est vigilance, mais alors totale vis-à-vis des notaires, et surtout bien comprendre que ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils ont à la fois l'argent et à la fois le pouvoir politique. Alors dans un cas de succession comme tu as connu, Catherine, est-ce que tu as des conseils particuliers à donner justement par rapport à ce... Parce que bon, il n'y a pas le choix, quand on a affaire au notaire, comment... Est-ce qu'il y aurait des conseils, comment ne pas tomber sur des notaires qui abusent de leur pouvoir, justement ? Je crois qu'avant de choisir un notaire, bien se renseigner sur lui, faire parler les personnes sur lui, savoir s'il est vraiment fiable ou pas. Ça, il y a toujours moyen de se renseigner dans le secteur où il est. Ça, c'est très important. Et puis, rien n'empêche de consulter, de demander des conseils, ne serait-ce que ceux de l'hôtel Matignon, car l'hôtel Matignon a un service juridique gratuit qui est ouvert à tous les Français, et ça les gens généralement l'ignorent. On peut poser n'importe quelle question dans n'importe quel secteur, ils vous répondent tout de suite. Il suffit de faire le 3939. Donc déjà, on peut avoir des conseils directs sur une question précise. On vous répondra tout de suite avec l'article de loi, l'amendement et tout ce qu'il y a avec. Il n'y a pas de souci. Ça déjà, c'est sûr. Et puis, on peut toujours prendre conseil auprès de gens fiables. Et si vous voulez que je vous donne des contacts, je vous les donne.
D'accord, très bien. Et pour revenir juste sur ton affaire personnelle de succession, tu étais la seule dans cette affaire de succession, ou tu as des frères et sœurs qui héritaient avec toi? 3 frères, 2 frères aînés qui, disons, ont manigancé et ont été corrompus et qui ont acheté le notaire, et un plus jeune qui habite à Nice et qui a été acheté par mes frères, voilà, pour se taire, pour ne pas bouger et se taire. D'accord, oui. Alors on a Aurélien du 52 qui réagissait en fait dans le chat et qui disait le temps de la mafia hors la loi des années 50 est donc bel et bien révolu. Maintenant elle a réussi à être dans les lois, voire être la loi elle-même. Est-ce que tu veux réagir à ce qu'il dit? Et il a bien raison, bien sûr, bien entendu. C'est vrai, mais ça a été vrai de tout temps. Je crois que les gens découvrent ce genre de problème alors que ces problèmes existent depuis 40 ou 50 ans, mais qu'on faisait tout pour les étouffer et pour que personne ne les sache. Et s'il y avait un témoin qui s'agitait un petit peu, on le faisait taire et on lui disait non, non, c'est pas vrai, et on le discréditait. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de se faire entendre, de le diffuser, d'informer les gens. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de flambées avec les lanceurs d'alerte. Mais dites-vous bien que moi, j'ai compris, j'étais un témoin anti-mafia quand je suis tombée sur le livre du juge Falcone. Donc c'était déjà il y a une trentaine d'années. Et quand il expliquait la vie des témoins anti-mafia. Et là, j'ai compris que c'était ce que je vivais. Oui, alors un monde corrompu que tu dénonces, mais finalement, alors soit il est étouffé, comme tu dis, soit effectivement, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne s'en rend pas compte. C'est peut-être pour ça que les gens ne savent pas et les gens découvrent. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On a tout fait pour justement que les gens ne sachent pas. Et maintenant, on fait tout pour que les gens sachent. Donc ça, c'est la différence essentielle. Et effectivement, les gens me disent, mais moi je savais pas que les témoins pouvaient vivre tout ça. Je ne savais pas, bien sûr. On a tout fait pour que les gens ne sachent pas. Alors, on a Pierre du 83 qui réagit dans le chat et qui te dit, donc je suis d'accord donc par rapport à ce que disait Aurélien sur la mafia des années 50. Pierre qui dit, oui, je suis d'accord, sauf qu'à ce jour, la mafia est étrangère. Qu'est-ce que tu en penses? Oh non, 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 elle n'est pas étrangère, non, non, non. La mafia en France, il y a une partie, bien sûr, de mafia étrangère, oui, oui, bien sûr. Mais la mafia française existe bien. Oui, oui, mais bien sûr, et au poste clé. Malheureusement, oui. Alors on a Michel du 27 qui te demande pourquoi ne faites-vous pas appel aux médias comme Mediapart? Alors effectivement, est-ce que tu as été médiatisé à ce moment-là? Est-ce que parce que certains lanceurs d'alerte justement sont très médiatisés, ou est-ce qu'au contraire tu ne veux pas ou tu ne peux pas trop en parler? Est-ce que tu te protèges? Voilà, déjà au niveau des médias, est-ce que tu as eu des demandes? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai fait le tour des médias possible entre la presse écrite, la radio, la télé, etc. et où personne n'a voulu m'entendre. Ça, c'est normal, c'est la presse mainstream. Par contre, Mediapart, effectivement, m'a joint. Les 3 responsables créateurs m'ont joint et m'ont soutenu, bien entendu. Mais c'est moi qui ai freiné parce que je veux éviter un carnage. Car si effectivement Mediapart se mouille pour mon dossier, je pense que nous allons vivre un deuxième Charlie Hebdo. Donc il ne faut pas. Je crois que si Mediapart continue à me défendre, il ne faut pas que ce soit tout seul. Il faut que ce soit avec un ensemble de médias, mais surtout pas tout seul. Et je pense que ça aura lieu, ça se fera. Mais une fois que les magistrats auront entamé
et auront disons, débloqué mon dossier. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, les médias vont faire le rush dessus, bien sûr. Mais je pense qu'il faut que ce soit tous ensemble et pas eux simplement. D'accord. Tu as connu justement en termes de médias, on va parler de médias alternatifs, et tu as connu l'avant réseaux sociaux et l'après. Est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as vu une évolution par rapport aux réactions des gens et à la sensibilisation? Est-ce que tu as pu t'en servir justement? Ah oui, là ça a été le jour et la nuit. C'est-à-dire que avant les réseaux sociaux, donc moi je me suis inscrite dans les réseaux sociaux en 2011, donc il n'y a pas très longtemps. Et avant je ne parlais pas. Et j'ai décidé à partir de 2011 de commencer à m'exprimer sur les réseaux sociaux. Effectivement, pour moi, ça a été très important. Ça m'a aidé énormément. Parce que tout ce qui était, comme je le disais, médias mainstream, eh bien, eux ne peuvent pas bouger et ils ne bougeront pas parce qu'ils appartiennent à des groupes financiers et que, effectivement, ça les muselle, hein. Ils ne peuvent pas parler. Alors que, en passant par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, voilà, ou d'autres, eh bien, j'ai pu m'exprimer et j'ai pu surtout voir tout ce qui se passait à ce niveau-là et appartenir à des groupes également. Et ça a été pour moi formidable. Oui. Alors justement, tu parles de Facebook. Je pense que pas mal d'entre nous, en tout cas, sont conscients que Facebook a ses limites aussi. Est-ce que tu as eu des soucis justement par rapport à Facebook qui a tendance aussi à censurer finalement, hein, quand ça ne plaît pas ou quand ça dérange? Est-ce que tu as eu souci avec ton compte Facebook justement quand tu as commencé à dénoncer un petit peu tout ça? C'est pas quand j'ai commencé, c'est maintenant. C'est maintenant où je suis effectivement très surveillée et barrée. Et c'est pas forcément Facebook, mais c'est souvent les flics qui s'interposent entre Facebook et moi. Voilà. Et qui s'amusent et qui jouent. Un jour, ils arrêtent les groupes, un jour, ils arrêtent les pages, un jour, ils bloquent ceci, ils s'amusent comme ça, ils s'amusent beaucoup, hein. Ils jouent énormément. Voilà. Donc, je pense pas que ça soit vraiment Facebook, hein. Donc quand tu dis les flics, hein, pour reprendre ce que tu dis, donc la police ou peut-être les renseignements territoriaux même qui sont envoyés de toute façon par l'État, hein? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Bon, eh bien écoute, il y a pas mal de réactions dans le chat et de personnes qui souhaitent de toute façon interagir directement avec toi. Donc on va proposer de faire une courte pause de 5 minutes pour revenir en troisième et dernière partie de la conférence et tu pourras interagir avec eux directement. On va rappeler au public qu'il suffira de mettre un P dans le chat et vous aurez l'ouverture du micro et la parole. Voilà, merci beaucoup, à dans 5 minutes. À tout à l'heure. Le Mumble. 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 Ensemble. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième et dernière partie de conférence dans laquelle nous accueillons Catherine Essette, donc lanceuse d'alerte sur le thème du monde notarial. Je vous rappelle que dans ce temps de débat libre, il vous suffit dès à présent de mettre un P dans le chat pour pouvoir directement lui adresser votre question. J'en profite aussi pour vous annoncer les prochains événements qui auront lieu sur ce Mumble ensemble. Alors demain, mardi 31 mai à 21h, nous aurons notre rendez-vous hebdomadaire avec Yannick Hervé au sujet de l'actualité de l'Union européenne. Mercredi 1er juin à 21h, François Bleuez, utilisateur du Mumble Ensemble, vous invite à un exposé sur la bioélectronique. Et enfin, jeudi 2 juin à 21h, nous accueillerons Éric Fioril qui viendra nous parler du CNT et de son action du 10 juin. Voilà, donc dès à présent, vous pouvez mettre un P dans le chat pour interagir directement avec Catherine. Et on avait Michel du 27 qui demandait à prendre la parole. Voilà, Michel. Oui, Céline. Bonsoir, Catherine. Juste pour vous dire, Catherine, que vous avez entièrement mon soutien. Et si vous avez un Facebook, n'hésitez pas à m'inviter sur Facebook, qu'on soit amis. Voilà, pour le soutien en question. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment.
Alors Catherine, on va rappeler qu'il suffit de mettre un P dans le chat pour avoir la parole. Est-ce que tu as des idées à transmettre si jamais des gens auraient envie de t'aider en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour te soutenir? Au-delà de Facebook et du partage de publications, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Concrètement, franchement, le plus urgent, c'est effectivement que je puisse me poser quelque part chez quelqu'un. Il ne faut pas que je sois seule, sinon il m'attaque. Mais si je suis dans une maison ou même voilà dans une communauté, il n'y a pas de problème. Il ne m'attaque pas, il n'attaque jamais les personnes qui me reçoivent. Mais par contre, si je suis toute seule, c'est invivable et c'est impossible. Voilà, donc si jamais il y a une maison de campagne ou quelqu'un qui a la possibilité d'avoir voilà, une partie de maison, une chambre ou quelque chose pour m'accueillir en attendant que mon affaire sorte, eh bien, ça serait super. Oui, alors en attendant, actuellement, tu n'es pas toute seule en ce moment. Je suis chez un ami, oui. D'accord, donc en soutien, voire à t'accueillir pour que tu ne sois pas seule et donc ce serait un moyen finalement de te protéger. Est-ce que tu vois d'autres idées d'aide ou de soutien qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait mettre en place? Ah oui, bien sûr. Si on peut effectivement m'aider financièrement ou en me trouvant une activité que je me rende utile en attendant que mon dossier sorte, oui, volontiers, oui. Oui, d'accord. Effectivement, on va rappeler que de par ta situation, finalement, tu n'as pas retrouvé d'emploi et donc, ouais, t'aider à avoir une activité, ce serait peut-être bien. Lancer une cagnotte, ça existe déjà pour toi? Auquel cas, on mettrait le lien? Ou est-ce qu'on te l'a proposé? On me l'a pas encore proposé, non. D'accord. Est-ce que tu as connaissance, donc j'en parle puisqu'ils étaient là lors de la conférence d'une lanceuse d'alerte aussi, donc Stéphanie Gibault, qui est grande lanceuse d'alerte aussi en France. Est-ce que tu connais Lobbying Citoyen? Oui, bien sûr. D'accord, tu es en contact avec eux du coup? Oui. Ok, très bien. Donc on va rappeler pour ceux qui viennent d'arriver qu'il suffit de mettre un P dans le chat pour interagir directement avec Catherine. Et Catherine, en attendant que les gens se recentrent sur le sujet, parce que certains viennent d'arriver aussi, est-ce que tu veux nous parler d'un point particulier concernant ce monde notarial que tu dénonces finalement, ou nous parler quelque chose en particulier concernant ton histoire personnelle en fait. Donc on va rappeler que tu es lanceuse d'alerte, mais malgré toi, témoin malgré toi, et finalement, comme la plupart, victime finalement, et victime ensuite du système, et tu essuies les retombées justement, et c'est pas simple tous les jours. Disons que je suis témoin et dans une affaire d'État, donc effectivement, ça n'est pas une situation simple. Mais j'ai rencontré dans une conférence anticorruption d'autres hommes qui étaient policiers, qui appartenaient aux forces de l'ordre, qui avaient été témoins dans des assassinats de ce qu'il ne fallait pas, et qui avaient fait de la prison, qui avaient été envoyés en HP, en hôpital psychiatrique. Catherine, on va déjà répondre à des demandes de parole. Donc Michel du 27 qui met un P et on va lui donner la parole. Ouais, à toi Michel. Ouais Céline, je t'avais mis un message, mais du coup avec ce bazar, c'est produit en même temps, je sais pas si tu l'as eu du coup. Donc c'est pas grave. Je te disais, je connais quelqu'un de bien particulier qui, bon peut-être que c'est une grande, mais c'est pas qu'une grande gueule, et cette personne-là pourrait t'aider, Catherine. Est-ce que tu souhaites que je te mette en rapport? Oh, mais très volontiers. À ce moment-là, en mettant un petit message personnel sur Facebook, il n'y a pas de problème, avec plaisir.
Ouais, donc il faudrait qu'on devienne amis et je t'expliquerai en MP, en message privé alors. S'il te plaît, oui, je veux bien. Alors ne t'inquiète pas Michel, donc on te transmettra le Facebook de Catherine et Seth et tu pourras rentrer en contact avec elle. Merci pour ta proposition. Et puis on a David du 29 qui demandait la parole. Oui, bonsoir Catherine. Alors la question en fait est assez simple, c'est par rapport à cet ensemble de choses qui durent depuis 25 ans. Vos frères, ça fonctionne comment pour eux? C'est-à-dire qu'ils ont touché leur part de cet héritage. Qu'en est-il pour eux? Eh bien, pour eux, tout va bien. Ils ont effectivement touché plus que leur part, puisqu'ils se sont partagés la mienne. Voilà, donc pour eux, tout est impeccable. Mais je pense que les magistrats ne devraient pas tarder à commencer à les inquiéter. Merci Catherine. Alors François du 06, mettez un P dans le chat. Oui, bonsoir Catherine. Juste pour réagir à ce que je viens d'entendre par rapport à Facebook, évitez de mettre des informations sur Facebook parce que Dixit est une source du ministère de l'Intérieur. Il y a un mec des renseignements sur 5 ou sur 6 qui tapine avec le Mossad et Facebook est complètement infiltré, donc c'est pas la peine de passer par Facebook, c'est même la peine d'éviter les noms, les choses importantes par ce moyen. Il faut fonctionner tout à l'ancienne en papier et par des méthodes qui évitent ce genre de précision de lieu de résidence ou de contact ou de nom associé. Mais moi je voulais juste te faire part d'une chose parce qu'en fait je suis dans une situation qui pourrait, et j'espère que je suis au bon moment, soit être proche de la tienne, soit au contraire l'éviter justement par anticipation. Moi c'est un petit peu différent, donc Céline et Daniel sont au courant. La semaine dernière j'ai dénoncé publiquement dans un article un type qui s'appelle Éric Materi qui a commis toutes les basses besognes des forces spéciales, probablement en liaison avec Didier Tauzin, mais je lui ai demandé mais il ne veut pas répondre. Voilà, pendant 22 ans, enfin lui pendant 15 ans, et donc je parle de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et les pires atrocités qui font qu'on a pu asseoir une domination sur l'Afrique entre les années 74 et 89, en tout cas avec le bonhomme que je dénonce qui m'a raconté ça en étant fier en plus, et en me demandant de lui dire merci par rapport au prix du lithium des batteries. Et donc moi j'ai appris ça en 2008, tu vois, et finalement j'ai dénoncé ça en 2015 et demi, 16. Voilà, là j'ai eu une audition vendredi dernier. Et en fait, juste pour te dire que si on doit dénoncer quelque chose, en fait, on est obligé de prendre la température à un moment donné pour pas que ça chauffe trop. Donc tu es obligé, quand tu fais quelque chose, d'anticiper au point que tu as véritablement pesé tous les aspects et aussi le côté, on va dire, liberté de parole, le côté magistrat qui retourne un peu leur veste, qui sentent que la mafia elle est allée trop loin en France. Et en fait, tu es obligé de gérer le timing. Voilà, donc moi je l'ai fait de façon diverse. Pour te donner un exemple, la dernière fois que j'ai eu un gendarme qui est passé à la maison, qui est en plus entré sur mon terrain, quand j'ai ouvert la porte, il a vu qu'il y avait une bonbonne de gaz à l'intérieur derrière la porte. Tu vois, c'est un petit clin d'œil. Il avait beau avoir son gilet, il y avait une bonbonne de gaz. Bon, ça fait très vite réfléchir et ça évite les internements, ça évite ce genre de choses, même si j'ai eu droit à la menace lors de l'audition que j'ai faite vendredi dernier, évidemment. Mais voilà, après il y a d'autres stratégies, notamment être soit équipé soi-même, soit, je pense, club de tir, armes et tout ça, mais faire sentir que voilà, il y a des risques et faire sentir que les risques, ils vont être mutuel et non pas unilatéral. Parce que moi je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment raisonnable ce que tu as accepté de supporter, avoir des gens qui te fracassent les portes et tout ça, est-ce que finalement t'as pas manqué de pédagogie avec ceux qui t'ont fait ça d'une certaine façon? Voilà, donc je dirais, tu les aides pas à progresser sur un chemin de rédemption comportementale. Donc je pense que soit il aurait fallu t'acoquiner avec des gens qui ont des compétences pour mettre ces gens-là très très vite hors d'état de jouer à ces petits jeux, et des gens dans la dissidence, on en trouve des gendarmes honnêtes, des gens vraiment impliqués dans le fait de défendre les dénonciateurs légitimes. Et je voulais aussi te demander Alors Catherine, tu as compris la question là de François finalement? Oui, mais j'ai pas compris la fin. Je voulais aussi te demander, et ça a coupé, donc je ne sais pas. François, si tu veux bien reposer ta question, mais en version plus courte si possible. Non, je sais pas tellement une question, c'était pour dire qu'il est logique
d'avoir des problèmes quand on est un lanceur d'alerte, dans la mesure où le timing ne correspond pas à l'époque, c'est-à-dire le moment de dénonciation, des fois, justement, il avait besoin des réseaux sociaux, il avait besoin de beaucoup de gens sur tout ça, il avait besoin de Periscope, il avait besoin de tout ça, on veut dire, il y a un climax, c'est-à-dire un moment crucial, et le faire sitôt en 92-95, c'est une prise de danger qui était inévitable, surtout s'il n'y avait pas tous les équipements et toute la préparation face à cette dénonciation. Voilà, juste pour dire, peut-être que la réflexion de la dénonciation a participé de l'amplitude de ton problème. Je comprends. Simplement j'ai vite compris surtout qu'il ne fallait pas que je m'agite et que je dénonce à droite à gauche partout comme ça, certainement pas. J'ai fait exprès d'aller justement vers un magistrat, de ne parler qu'à lui, d'envoyer des fax à lui, à celui de Toulon, au juge de Toulon et au juge de la brigade financière, et de ne parler qu'à eux. J'ai refusé jusqu'en 2011 justement de donner des noms. J'ai bien fait attention. Et sur Facebook, quand je publie sur la page de Yann Pia pour d'autres affaires de corruption, je fais attention aussi à ne pas donner de nom justement dans l'affaire Yann Pia, parce que il serait trop content de m'attaquer en diffamation, bien sûr, et puis aussi de se déchaîner contre moi. Donc il y a tout de même toute une stratégie que malgré tout à laquelle je tiens, et je fais malgré tout attention, même si effectivement des copains, des amis m'avaient proposé de m'organiser avec des hommes disons musclés, costauds, qui avaient vécu, pour me débarrasser des petits connards de flics qui m'embêtent tous les jours. Mais je ne veux pas non plus rentrer dans ce système-là. Voilà. Alors effectivement, Catherine, on ne sait pas trop si tu y as pensé à un moment, mais rentrer dans une forme de violence, je crois que tu serais limite perdante. Donc pour répondre un petit peu à François, il ne s'agit pas de répondre par la violence. Je crois pas qu'on... Et puis je ne gagnerai pas. Je ne peux pas gagner contre des gens qui sont organisés. C'est une mafia en costume cravate, mais c'est une mafia. Donc je ne peux pas, moi, même avec mes copains, avec mes potes, si on s'y met, comme ils me l'ont plusieurs fois proposé, on ne gagnerait rien à faire ça, absolument rien, sinon à justement les réveiller. Et si je fais exprès de ne pas réagir, de réagir vraiment le moins possible, c'était justement pour pouvoir mener le jeu, en leur faisant croire que oui, je m'écrasais quelque part, alors qu'en fait, pas du tout. Mon silence n'était absolument pas une soumission, pas du tout. Ça n'a jamais été le cas. Mais il fallait absolument leur donner le change, leur faire croire que c'était eux qui menaient le jeu. Mais ça les a calmés. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai effectivement des difficultés. Bien sûr, ils sont toujours là, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir par rapport à ce que je vivais il y a quelques années. Alors Michel du 27 demandait la parole. Ouais, mais je sais plus trop. C'est pas grave. Je vais retrouver Céline, t'inquiète pas. Alors on va rappeler qu'il suffit de mettre un P dans le chat pour avoir une ouverture du micro, même pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et on a donc Alexandre du 75. Mettez un P. Alexandre ? Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Alex. Juste pour dire, est-ce que Kat s'est rapproché de Patrick Ramirez et de comment il s'appelle, Monsieur Van der Houten, je ne me rappelle jamais son nom, je suis désolé, mais il a créé une formidable association contre les juges d'Elleville, et il est venu à bout de cette mafia, parce que là c'était très étendu aussi. Donc est-ce que ce serait pas bien de faire un rapprochement avec ces gens-là, parce qu'ils ont l'air plutôt efficaces? Monsieur Ramirez m'avait dit 2 mots et m'avait proposé effectivement de venir passer un week-end chez lui. Oui. Donc je vais le recontacter en message personnel. Oui, tout à fait. Je pense que c'est urgent, et puis on ne peut juger qu'à l'efficacité.
Et pour le coup, là, ils l'ont prouvé, quoi. Ils ont prouvé que c'était des gens efficaces. Super. De toute façon. Merci Alexandre. Et justement, donc par rapport à ce que tu disais, et Catherine, tu pourras comme ça interagir directement. On a Patrick Ramirez qui est dans le public et qui demande la parole. À toi, Patrick. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'ai pas trop suivi le début des débats. Là, je crois que vous parliez d'internement psychiatrique, non ? Donc je vais vous donner quelques informations là. Il commence à mettre un système en place de mettre en internement psychiatrique des personnes. Là dernièrement c'était l'avocat Maître Ripper qu'ils ont interné. Patrick, en fait il n'était pas vraiment question, mais Catherine tu l'as évoqué. Est-ce que tu l'as vécu en fait ? C'est parce qu'il n'était pas question d'internement psychiatrique en fait. Hein. Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été appelée aux urgences une fois, enfin, j'ai été admise aux urgences une fois parce qu'on m'avait intoxiquée trop fort il y a 2 ans et que je ne tenais plus debout. J'ai été admise aux urgences et ce que j'ignorais, c'est que les flics avaient suivi. Donc, quand j'étais admise aux urgences, l'infirmière qui m'a soignée m'a fait interner d'office, mais parce qu'elle avait reçu la consigne d'un flic, bien sûr. Donc les amis Facebook se sont agités et ils téléphonaient, ils demandaient des nouvelles, ils n'arrêtaient pas de harceler le service exprès. Et j'ai été libérée au bout de 5 jours. Et au bout de 5 jours, les médecins m'ont félicité en me disant que j'avais su garder mon sang-froid et qu'il n'avait jamais eu quelqu'un qui gardait un sang-froid pareil face à ce qu'il avait vécu. Voilà, c'est la seule tentative que les flics ont eue pour me faire interner et qui a échoué. Voilà. Autrement, j'ai connu par contre des témoins qui étaient eux-mêmes policiers et qui s'étaient heurtés à leur direction parce qu'ils avaient vu ce qu'il ne fallait pas pour le meurtre de Monsieur Bérégovoy, pour celui de Boulin, pour l'affaire de Breuil, et ils avaient été ou internés ou mis en prison parce que justement ils étaient sincères et ils voulaient dire la vérité. Hein, voilà, c'est tout. Mais autrement, moi je m'en suis bien sortie. Si je peux me permettre des conseils, parce qu'on aura tous affaire à des intimidations, des tentatives d'internement, il faut garder, comme vous avez fait, votre calme, se taire. Surtout ne jamais parler et se taire. Parce que si vous parlez, à partir de là, ils vont trouver des excuses pour vous interner, quoi. Donc ce qui s'est passé avec l'avocat Maître Ripper dernièrement, c'est qu'il a été interné. Et en fait, est-ce que pour interner quelqu'un, il faut deux avis médicaux. Donc il y en a un qui a été corrompu, mais le second, dans les 48 heures, n'a pas donné l'aval. Et ils l'ont quand même gardé 24 heures de plus. Et en plus, quand il est sorti de cet internement abusif, ils ont saccagé la maison, ils ont volé dans la maison, quoi. Donc ces pseudo corps constitués sont de véritables mafias voyous, hein. Tout à fait. Donc avis aux vrais corps constitués, il va falloir faire le ménage dans toutes nos institutions de A à Z. On va pas être triste, hein, parce qu'il y a du boulot, hein. Il y a du travail, effectivement. Alors, je crois qu'Alexandre, tout à l'heure, faisait référence à l'affaire Hubert Van Den Toren. Donc, peut-être, Patrick, tu pourrais en parler. Oui, bah, écoutez, prochainement, on va essayer de faire un rendez-vous, hein, une soirée avec... parce que je crois que le mieux, c'est d'avoir quand même son témoignage. Ce que je peux vous dire, c'est que il nous a donné l'exemple que tout seul, face à une association de malfaiteurs, et surtout à Béziers, hein, c'est connu, hein, c'est le début du grand banditisme. Hein. Ben, nous, on est dans les Pyrénées-Orientales, c'est plutôt de la mafia sournoise. Mais c'est à partir de Béziers jusqu'à Nice où c'est vraiment la vraie mafia qui est installée, quoi. Donc quand même, il leur a tenu tête tout seul, c'est incroyable. Hein. Et en fait, il a fait le même système que font les impôts, etc. Il a fait comme Al Capone, hein, comme quand ils ont attrapé Al Capone. Par contre, il s'est servi de ce système contre des magistrats corrompus et tous à 100% francs-maçons. Hein. C'est ça, donc nous, c'est ce qu'on fait en ce moment.
avec les deux juges, celui de Toulon et celui de la brigade financière. C'est exactement ce que nous faisons. Nous voulons mettre par terre ce réseau de corruption immobilière par effectivement la même méthode qu'Al Capone, en passant par les services fiscaux. Sachant que les agents du fisc refusent d'aller contrôler les gros et les copains. Donc, on a été obligé de les menacer de pénal, d'aller en prison pour qu'ils y aillent et pour qu'ils aillent contrôler ce qu'on leur demandait de contrôler et qu'ils rapportent leurs résultats aux magistrats. Donc, le vendredi, ils étaient sur la Côte d'Azur, le lundi matin, ils étaient à Paris. Alors justement, donc Hubert Van Den Toren, nous le recevrons sous peu donc sur ce Mumble en conférence. Et donc on va laisser la parole à Michel qui l'a demandé tout à l'heure. Michel, tu as retrouvé ce que tu voulais demander? Ouais, désolé, mais ça, malheureusement, ça arrive. Alors normalement, Catherine, tu devrais savoir cet élément-là. Dans tout ce que tu fais, les refus, les ceci, les cela, tu sais que tu peux saisir un huissier de justice pour faire constater cela. Oui, bien sûr. Mais dans mon cas, c'est inutile, complètement inutile. Mais bien sûr, je peux le faire, oui, bien sûr. Pourquoi que tu dis que c'est inutile ? Je m'adresse à des gens qui ne se sentent absolument pas concernés par ce genre de choses et sur lesquels ça n'a absolument aucun poids. Ce qui se passe, c'est que moi j'ai accumulé, disons, des preuves, j'ai suffisamment de preuves de mon vécu difficile pour pouvoir le transmettre aux deux juges qui s'occupent de mon dossier, vous voyez. Je préfère faire de cette façon. On imagine de toute façon, Catherine, que tous les recours qui puissent exister, tu les connais. Donc, tu les connais depuis bien longtemps. Mais donc merci pour tous ces conseils. Mais oui, espérant que tu as tout tenté de toute façon. Alexandre du 75 voulait la parole. Oui, juste pour dire que c'est un éternel recommencement. Dès qu'on s'adresse à des administrations, on a beaucoup de carriéristes, donc forcément, c'est des pétochards. Il y a des corrompus, mais il y a aussi beaucoup de pétochards. Et dans ce qu'on comprend dans le parcours de Catherine, c'est que de toute façon, face à des systèmes comme ça, ou le système que dénonce M. Van Den Toren, on est seul. Et le seul moyen de réussir à faire quelque chose, c'est de faire comme une enquête policière. C'est de tout consigner, tout noter. Parce que avec le formidable outil qui est Internet, maintenant on peut recouper, au même titre qu'une enquête policière, des faits, des heures, des noms, des dates, et en plus accoler ça aux articles du Code pénal ou bien d'autres articles de loi de différents codes. Et il n'y a que par la détermination de certaines personnes à ne pas se laisser écraser par tous ces voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc il est important, madame, que vous continuiez à écrire un maximum, et d'une, parce que ça fait du bien, que vous écriviez et que vous consigniez tout, parce que quand vous allez rencontrer des gens aussi déterminés que M. Van Den Toren, ou bien d'autres, vous allez voir qu'on recoupe toujours les mêmes informations. Et je vais terminer, je ne veux pas monopoliser la parole. J'entends beaucoup de choses sur la police. Il est évident que là, aujourd'hui, j'ai posté un reportage sur un CRS qui a appelé RMC en expliquant ce qu'il voyait derrière le bouclier. Il y a deux pans dans la police, comme dans l'armée, comme dans les services de renseignement. Il y a des gens qui en ont marre. Bon, ils ont des crédits bagnoles, ils ont des crédits immobiliers, ils hésitent bien à désobéir. Mais là, j'ai vu que... Alors, je viens pas faire de la pub pour la CGT du tout, mais c'était une idée que j'avais depuis longtemps. C'est-à-dire que, ne serait-ce que créer une collecte pour que les forces de l'ordre, celles qui ont peur de ne pas pouvoir payer leur crédit, soient rassurées. C'est juste sur le plan psychologique, parce que des gens donnent pour qu'ils se remettent du bon côté de la barrière. Parce que ça va bien, là, d'être dans un régime pétiniste. Donc, juste une collecte pour assurer que pendant peut-être 1 mois ou 2, les flics qui se remettront du côté du peuple seront assurés de leur salaire. Je peux vous dire que l'effet va être immédiat.
Et c'est ce que va faire la CGT là pour tous ceux qui se mettent en grève. Ils ont déjà collecté plus de 100 000 €, un truc comme ça. Le jour où quand les boucliers se posent, les casques se posent, les tricks se posent, en haut, c'est terminé pour eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, alors pour répondre à votre remarque, oui, je note effectivement tous les jours, je note, je prends des noms, je note des faits, j'ai des carnets entiers remplis effectivement, que je remplis au jour le jour. Voilà. Alors, Catherine, on a donc dans le chat Bernard du 33 qui te dit « Catherine, pourquoi tu as dit, je cite, ils ont partagé sans moi, avec une touche d'amertume ». Alors, est-ce que tu vois de quoi il parle? Sinon, Bernard, tu as le micro ouvert. Si tu veux intervenir, ne te gêne pas, n'hésite pas. Alors, Bernard, tu nous entends? Donc, pas sûr qu'il veuille intervenir. Donc, est-ce que tu vois de quoi il parle? Oui, tout à fait. Je comprends parfaitement. Je voulais simplement dire que mes frères étaient allés chez le notaire et s'étaient arrangés pour régler la succession à 3 alors que nous sommes 4. Donc, j'ai dit, ils ont partagé sans moi. Oui, effectivement. Voilà, c'est tout ce que je disais. Voilà, donc j'espère qu'elle a répondu à ta question, Bernard. Sinon, en termes de réaction, donc Patrick Ramirez du 66 dans le chat qui disait il faut absolument soutenir ces vrais magistrats qui eux font leur boulot. Effectivement, tu en penses quoi, Catherine? Et Patrick Ramirez, si tu reveux la parole, n'hésite pas à mettre un P et puis tu pourras aller plus loin en termes de mots. Ce que je pense, c'est que effectivement, en Italie, ils ont su soutenir, tout le peuple a soutenu ces magistrats contre la mafia. Il y a eu un mouvement total, général, pour prendre fait et cause pour ces magistrats qui luttaient contre la mafia. Alors qu'en France, les juges, moi j'ai vu des juges qui ne pouvaient pas exercer leur métier et qui étaient intègres et qui n'ont pas ce soutien de la population. Il n'y a pas cette volonté vraiment populaire de soutenir les magistrats pour les aider à régler leur dossier et leur combat. Ça, je le regrette vraiment. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur 2 magistrats formidables et c'est fantastique, mais je reconnais que leur métier est vraiment ingrat. C'est terriblement frustrant. Ils n'ont pas les moyens d'exercer convenablement leur métier et en plus, ils sont mal perçus souvent par la population. Et quand ils s'attaquent à des dossiers difficiles et à des dossiers vraiment lourds, eh bien, ils n'ont pas forcément le soutien du peuple. Et je trouve ça vraiment terrible. Pour moi, je trouve que le peuple doit aussi soutenir ceux qui en valent la peine. C'est ça. Autant il y a des magistrats, ils sont à jeter à la poubelle, autant il y en a d'autres, ils sont formidables. Et est-ce qu'il y a vraiment la volonté en France, vraiment, du peuple, de combattre cette mafia et d'aider les juges à la combattre? Est-ce que vraiment le peuple est prêt à se mobiliser à ça? Alors effectivement, il faudrait que le peuple soutienne en effet ces personnes. Il y a eu une remarque tout à l'heure dans le chat qui disait merci pour entre guillemets les flics. Donc c'est vrai qu'on parle des flics qui ont pu répondre à des consignes, te surveiller ou alors faire tout ce dont tu as pu témoigner. Est-ce que tu veux quand même préciser ou rappeler que de toute façon il ne s'agit pas de faire de généralité, c'est-à-dire qu'il y a de tout et dans tous les corps et des gens corrompus, il y en a parmi les juges, les avocats, la police, un petit peu de partout comme des gens honnêtes. Bien entendu, on ne peut pas généraliser, mais enfin il y a tout de même un réseau, en tous les cas, de flics qui obéissent au doigt et à l'œil et à des ordres qui sont vraiment qui viennent de pourris. Pour pouvoir à leur tour contrarier, sinon démolir des vies. Donc je trouve que on ne peut pas évidemment mettre tous
tous les policiers dans le même sac, c'est évident, mais malgré tout, il y a toute une fange de la police qui est vraiment ripou. Je peux pas dire autre chose. Moi, je peux pas dire autre chose. En plus, on a encore évoqué hier, j'ai vu l'émission sur Monsieur Néret. Eh bien, bon, moi j'ai un sentiment, mais c'est un sentiment tout à fait personnel qui n'engage que moi, mais qui est certainement un grand flic, je le pense aussi. Mais enfin, je crois aussi que c'est quelqu'un qui a su bel et bien être ripou quand il en avait besoin. Donc il faut arrêter, je crois, de se leurrer sur les policiers. Il faut de même que on a ouvert les yeux sur les juges, on a ouvert les yeux sur les hommes politiques, maintenant on ouvre les yeux sur les policiers. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est d'être réaliste et de voir que effectivement le système est à revoir de A à Z. On ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde sait que de toutes les façons, cette société sous cette forme ne peut pas continuer, est condamnée, et tout le monde s'attend à ce que ça saute. Bon, il faut aussi le dire. Et quand on sait ce que moi j'ai vécu en tant que témoin, mais au même titre que tous les autres témoins, attention, je tiens à le dire, hein, je n'ai pas eu un régime spécial, tous les témoins vivent ce que j'ai vécu dans l'indifférence générale parce que les gens ne le savent pas, tout simplement. Donc vous pensez qu'il y a des policiers qui passent leur journée à contrarier, sinon à faire pire, contre les témoins. Et c'est ça que je dénonce et je suis obligée de le dénoncer. Je ne vois pas pourquoi je le tairais. Alors effectivement, oui, tu dénonces des milieux corrompus. Après, c'est vrai qu'on a eu sur ce Mumble aussi un lanceur d'alerte, donc Laurent Cuenca, qui était ancien CRS et qui témoignait en fait que je crois que c'est un petit peu tout le système qui est corrompu et qui va mal parce qu'en fait ils ont eux aussi, donc ces policiers, bien souvent des consignes et des pressions qui font que ils agissent bien souvent contre leur gré finalement. On le voit même dans l'actualité, dans les nuits debout et autres, on a beaucoup de CRS qui témoignent. Et donc ça, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que c'est bien plus haut finalement que c'est corrompu. Oui, bien sûr, c'est toute l'échelle, bien sûr. Mais enfin, un policier comme un juge ou comme un médecin, ils ont malgré tout leur libre arbitre. Ils ont leur propre jugement, leur discernement. On ne peut pas non plus mettre toute la responsabilité sur la hiérarchie. Il a tout de même le choix, malgré tout, de suivre ou de ne pas suivre un comportement ou un ordre qu'on lui donne. Oui, effectivement, oui. Oui, ou parfois même de changer de métier parce que bien souvent ils perdent leur place, hein, au risque de dire non, ils perdent leur place. On va laisser la parole à Cédric du 11 qui avait mis un P dans le chat. Cédric ? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'écoutais avec grand intérêt toute la bonne partie du débat et puis les différents intervenants qui ont déjà pu parler. Et tout à l'heure a été levé le fait que les gens ne soutiennent pas la magistrature, ni les magistrats. Et je crois que le vrai problème initial, il est dans l'information. Les gens ne savent pas. Si les gens savaient vraiment ce qui se passe, pour une bonne part, il leur reste encore de tenir debout. Et seuls, isolés, ils sont presque comme tout le monde quand quelqu'un est agressif avec une autre personne sur le quai du métro. Mais s'ils arrivent à trouver une oreille, un regard complice, l'union fait la force, ils le ressentent. À ce moment-là, ils soutiendraient les magistrats qui traitent toutes les affaires complexes comme ça et qui essaient de mettre la bonne volonté, mais qui vont dans le mur, quoi, avec tout le monde. Donc je pense vraiment que une des causes essentielles et originelles de tout le problème, c'est dans les médias. L'information, elle sort pas, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord. Les gens sont sous-informés. Surtout, je ne sais pas ailleurs, mais en France, ils sont vraiment sous-informés. Et tout le monde ne va pas sur les réseaux sociaux, malheureusement. Mais c'est vrai que les gens qui y vont, ils font la différence. Et ils ont tout de suite une ouverture d'esprit et un total d'information
que ceux qui regardent la télé n'ont pas. Ils ont une sous-information, les pauvres, hein. Donc c'est vrai que actuellement on souffre effectivement encore aujourd'hui d'un manque d'information au grand public. Oui, je suis entièrement d'accord. Alors justement, Patrick Ramirez, peut-être que tu voulais réagir, tu avais mis un P. En parlant de l'Italie, au niveau des magistrats italiens, il faut savoir que comme en Angleterre, ils prêtent serment comme les policiers. Hein. C'est le point commun qu'ils ont tous. Hein. Étant des corps constitués des pouvoirs. Donc c'est qu'ils, quand ils prêtent serment, ils doivent dire aussi s'ils sont francs-maçons, s'ils font partie à des lobbies, à des intérêts, parce qu'il faut qu'ils représentent une indépendance, une compétence et une impartialité. Donc dans notre magistrature, il n'y a pas cette impartialité puisqu'ils font partie de sociétés secrètes et donc c'est pas possible, quoi. C'est incompatible avec leur mission de service public. Hein. Oui, je comprends ce que vous me dites, effectivement. Oui, mais en France, on fait pas du tout dans le même esprit. On n'est pas du tout dans le même esprit. Non, pas du tout. Oui, c'est la transparence. Ce qu'on demande actuellement, ce que le peuple doit demander, c'est la transparence des politiques, de l'économique, du judiciaire, de tous ces gens qui ont une mission de service public, à qui on a délégué des pouvoirs, hein, et on les paye pour ça. Hein. Et donc on se retrouve dans des institutions où c'est des personnes qui se sont tous mis à leur propre compte. Hein, ils ont privatisé le judiciaire, le policier. Donc on a affaire à des mafias. La mafia s'est emparée de tous les milieux, tous ces milieux qui ont vocation de servir le peuple, pas se servir. Oui, mais la mafia, elle concerne aussi bien effectivement les avocats qui touchent des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien du côté honnête que du côté malhonnête. Elle touche les notaires, elle touche les juges. Ce sont généralement des bourgeois. La mafia est bourgeoise. Ça n'est plus la mafia d'El Capone, etc. On parle actuellement d'une mafia bourgeoise qui est dans les institutions et qui effectivement pourrit le système à elle toute seule, oui, bien sûr, et au détriment, bien évidemment, des petits, évidemment. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a aussi c'est une minorité, hein, toujours, hein, qui sème la terreur sur les autres. Hein. Mais il y a aussi il y a eu 3 types de corruption. Hein. Corruption de réseau, quand on fait partie du système pharmaceux, un système financier, un système de terreur aussi, hein, parce qu'il y en a qui subissent des menaces et pressions, hein, dans les avocats, je pense même dans les notaires. Enfin, il n'y a pas que des crapus, il y a des gens qui ont des casseroles aussi, hein, il y a du chantage, enfin, tout est permis. Hein. Bien sûr, absolument, oui, tous les coups sont permis. Alors pour rejoindre un petit peu ce que disait Patrick, on avait une réaction dans le chat tout à l'heure qui disait cela s'appelle le franc-maçonnisme. Qu'est-ce que tu penses des francs-maçons justement, Catherine ? Ah ben ils sont terribles parce que évidemment ce sont des milieux qui s'adressent à des bourgeois et on parle de mafia bourgeoise, donc qui dit mafia bourgeoise dit franc-maçon, quoi. Ça va de pair. Et malheureusement ils ont des pouvoirs énormes et surtout relationnels. Et ça leur fait obtenir des contrats, des marchés, des influences, des lobbies, des choses qui effectivement que nous ne pouvons pas atteindre. Oui, bien sûr, évidemment. Et toujours entre copains, et oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à pourrir complètement les institutions. Et des professions qui au départ sont honnêtes, il n'y a aucune raison, eh bien, finissent par être complètement déviées sous le coup du pouvoir et de l'argent. Ben, merci beaucoup Catherine pour ce point de vue, pour ton témoignage. Alors écoute, on va te laisser conclure par rapport à cette conférence. Si tu voulais donc nous faire une petite conclusion avant de clôturer justement la conférence et puis éventuellement se retrouver dans un salon en débat libre avec toi. Donc vas-y, c'est à toi. Écoutez, je voulais quand même vous indiquer des personnes qui, elles, sont tout à fait fiables
et qui peuvent vous aider au niveau des notaires. C'est Monsieur Pierre Redoutet, qui dirige Juris Prudentes et qui a un forum où il donne des conseils tout à fait gratuits. Il y a aussi Dominique Jamois, qui est un ex-notaire devenu avocat à Paris et qui lui est tout à fait fiable. Et il y a Gisèle Néron, qui s'occupe de SOS Notaire et qui, si vous avez besoin de trouver un notaire ou d'intervenir auprès d'un notaire pour faire défendre vos droits, vous aidera. Voilà, ce sont 3 personnes où je suis sûre que là, elles sont vraiment honnêtes et elles vous aideront vraiment. En plus, bien sûr, d'un conseil juridique auprès du 3939, hein, qui est gratuit, accessible à tous. Mais au moins, si vous avez un doute ou si vous ne savez pas vraiment comment procéder, vous pouvez toujours contacter ces 3 personnes et elles vous diront comment faire. Voilà. Alors Catherine, au-delà des réseaux sociaux, est-ce que tu as un site sur lequel on pourrait retrouver éventuellement ces informations ou ton témoignage ou un contact avec toi, ou c'est uniquement ta page Facebook? Il y a ma page Facebook, il y a Yann Pia qui est sur Twitter. Voilà, j'avais un blog, je ne l'ai plus. Et puis on peut aussi m'écrire par mail, hein, il n'y a aucun souci. K majuscule, E majuscule, le chiffre 7, @gmx.fr. Et puis ma page Facebook, bien sûr, Yann Pia Dossier, la page spirituelle qui est 4 avec un K, et puis la page financière où il y a un lion en photo, Catherine et 7. Voilà, merci d'avance. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et pour ce partage. Cela m'a fait très très plaisir. Je vous remercie infiniment. Alors, on a mis ton mail pour ceux qui le souhaitent dans le chat, hein, pour le public. Et puis, c'est nous qui te remercions, Catherine. Merci au public d'avoir été présent ce soir. Merci pour cette interaction avec toi et merci à toi pour ta présence. Une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Catherine. Merci infiniment. Le Mumble. 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 Ensemble.